Vierzon, durant l'Antiquité, eh bien c'est la confluence de deux rivières, l'Yèvre et le Cher, qui étaient des voies fluviales de communication pour relier deux grandes villes de l'Antiquité, Bourges et Tours. Et très vite, vous vous en doutez, eh bien ces voies fluviales de communication vont se doubler de voies terrestres, une grande voie antique qui reliait donc Bourges à Tours et qui naturellement passait par Vierzon et dont certains vestiges sont parvenus jusqu'à nous. C'est pas très loin d'ici, du côté du chemin de la Fringale. Suivez-moi, tout un programme, la Fringale. Et là voilà notre fameuse voie romaine à partir de laquelle tout est parti pour Vierzon. On est au débouché du fameux chemin de la Fringale. Attention les amis, le chemin de la Fringale c'est pas de la quiche. Ça aussi c'est une ancienne voie romaine et même une voie gauloise, ça date pas d'hier. C'est pas beau là, c'est impressionnant. On est en plein passé au début de l'histoire de Vierzon. Et là je sens qu'il y en a qui se disent: ouais d'accord, bon, il est gentil Laurent Deutsch, on est en pleine forêt, c'est un chemin forestier, c'est sympa mais c'est pas hyper impressionnant. Et bien justement, un peu plus loin vers l'ouest, sur la voie romaine qui nous conduit à Tours, là, il y a un vestige très impressionnant, les Mazelles. On va faire un petit détour, ça vous dit? Allez, suivez-moi. Les Mazelles, c'est vraiment un site extraordinaire. Alors bien sûr ici on n'est plus trop à Vierzon, on a une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville, mais on est toujours sur cette grande voie romaine de l'Antiquité qui reliait Tours à Bourges en passant par Vierzon. D'ailleurs ici aux Mazelles, précisément dans la commune de Thésée, eh bien la grande voie romaine s'appelle la route de Vierzon. Et regardez comme c'est beau les Mazelles, vous l'avez derrière moi, ce site exceptionnel, incroyable, unique en Gaule, c'était en fait un relais de poste. Et oui, un relais de poste gallo-romain, il est parvenu jusqu'à nous. Et il était tellement massif, majestueux, que c'était plus qu'un relais de poste. C'était aussi un marché, mais aussi un lieu administratif et judiciaire qui bénéficiait d'un emplacement idéal le long de la grande voie romaine de Tours à Bourges, en passant par Vierzon. Allez, on va prendre un peu de hauteur pour vous montrer à quel point il est très très beau ce site des Mazelles. C'est parti. Mais c'est surtout à l'époque carolingienne que le site de Vierzon va se développer autour d'une abbaye. L'abbaye Saint-Pierre qui va venir s'installer ici autour du 9e siècle sur les bords de la rivière. Alors malheureusement aujourd'hui cette abbaye elle a complètement disparu, elle était à l'emplacement de l'hôtel de ville que vous avez derrière moi, mais aussi à l'emplacement du sublime jardin art déco que vous avez aussi derrière moi et qui est très beau et qui en fait était sur les anciens jardins de l'abbaye. Donc quelque part ils en sont l'héritier, l'héritage, et ils sont très beaux ces jardins. D'ailleurs si vous êtes d'accord on va aller faire un petit tour dans les jardins art déco de Vierzon. Et oui, donc aujourd'hui, il ne reste plus rien de l'abbaye Saint-Pierre de Vierzon. Par exemple, son église abbatiale a été remplacée par un parking devant l'hôtel de ville. Et c'est donc la mairie, l'hôtel de ville, qui a remplacé notre abbaye. Mais quand même, derrière moi, vous avez quand même quelques stigmates, quelques vestiges des anciens bâtiments conventuels de l'abbaye qui sont parvenus jusqu'à nous, ici.
Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir au sujet de l'abbaye Saint-Pierre de Vierzon, c'est que pendant très longtemps, elle va abriter les reliques d'une sainte très importante au Moyen-Âge, Sainte Perpétue. Alors pour la faire vite, Sainte Perpétue, c'était une jeune chrétienne tunisienne qui a été martyrisée pour sa foi au IIIe siècle. Et très vite, il va y avoir un culte très important qui va lui être dédié, elle va devenir hyper populaire, donc on va sanctifier ses reliques. Ces reliques, elles vont se retrouver à Rome, puis à l'époque carolingienne, au nord de la Francie. Mais avec les invasions vikings et normandes, à la fin du 8e, 9e siècle, eh bien, pour protéger ces reliques, on va les rapatrier plus au sud de la Francie, on va les rapatrier ici, à Vierzon, dans l'abbaye. Alors, je vous l'ai dit, il ne reste plus rien de l'abbaye Saint-Pierre de Vierzon aujourd'hui, mais fort heureusement, les reliques de Saint Perpétue, elles ont été préservées, conservées, et elles sont aujourd'hui à l'intérieur de l'église Notre-Dame de Vierzon. Et les voilà, les reliques de Sainte Perpétue, qui depuis le XVIIe siècle est la patronne de Vierzon. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait eu une terrible épidémie de peste. Ça avait ravagé la ville. Donc, pour conjurer la malédiction, le mauvais sort, eh bien, on a sorti les reliques de la sainte, qui alors était à l'abbaye, et on les a fait défiler en pèlerinage comme ça dans toute la ville pour implorer sa clémence. Et ça a fonctionné. L'épidémie de peste a été enrayée, Vierzon était sauvé, et ça évidemment, c'était grâce à Sainte Perpétue. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le culte de Sainte Perpétue se perpétue. Vierzon au Moyen-Âge, c'est donc des religieux, mais c'est aussi des chevaliers, les seigneurs de Vierzon, qui, pendant la féodalité, pendant cette période de chaos où des tout petits seigneurs se fritent pour un oui ou pour un non, et règnent sur des tout petits territoires, eh bien ces seigneurs doivent se protéger derrière les murailles d'un château. Le château de Vierzon, il était sur le point haut de la ville, sur un plateau, il surplombait l'abbaye, et l'entrée de ce château est parvenue jusqu'à nous. C'est ce célèbre beffroi qui permettait d'accéder au château en venant de la ville. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, nos seigneurs de Vierzon, eh bien, ils étaient vassaux du comte de Blois. Et là, attention les enfants, le comté de Blois au Moyen-Âge, c'est pas de la quiche. Ça rivalise avec le roi de France, dont le domaine royal était tout petit. En gros, ça allait de Senlis à Orléans, avec la petite poche de Bourges. Mais au fil des années, au fil des siècles, 12e, 13e siècle, au gré des mariages, au gré des alliances, eh bien le domaine royal va s'agrandir, va s'homogénéiser et surtout se moderniser. Surtout au cours du règne d'un roi hyper fort, hyper balèze, le papa du royaume de France pour moi, j'ai nommé Philippe Auguste. Et ce qui est marrant, c'est que, comme un symbole ici à Vierzon, eh bien justement notre beffroi date du tout début du XIIIe siècle, pendant le règne de Philippe Auguste. Avec lui, c'est la France qui est née, et Vierzon va être intégré à la couronne de France dans le domaine royal à la fin du XIIIe siècle. Tiens. Elle est là, la mode féodale, au point culminant de Vierzon, voilà, sur le point haut. Vierzon au Moyen-Âge, c'est donc une abbaye et un château, autour desquels, petit à petit, vont venir s'agréger des villageois, des habitants, pour former le bourg de Vierzon, qui lui aussi, au Moyen-Âge, sera protégé par une enceinte, dont certains vestiges sont parvenus jusqu'à nous, comme ceci derrière moi, là, dans le square des Remparts. Ils sont magnifiques. Malheureusement, ces enceintes de la ville, elles vont pas toujours suffire pour protéger Vierzon, qui va être prise à de nombreuses reprises, notamment par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, en 1356, avec le terrible prince noir, après la défaite de Poitiers en 1356, ils vont venir prendre la ville de Vierzon, qui sera libérée par Du Guesclin, et Vierzon fera ainsi partie de ce fameux Berry, la dernière poche de résistance qui verra la libération et le sacre de Charles VII, évidemment. Alors,
quand je vous disais qu'il restait pas grand-chose du château de Vierzon, c'est vrai, il reste vraiment pas grand-chose, mais quand même, dans le musée des Fourbaneaux, on a encore une belle tour carrée, ici derrière moi, et un beau mur du rempart du château. Hein? C'est joli ça! Cette petite vue en drone de Vierzon au Moyen-Âge vous a été offerte par À toute berzingue. Oui, ce qui est génial au musée des Fourbaneaux, c'est qu'il y a une très jolie maquette de Vierzon au Moyen-Âge, hein, 13e, 14e siècle, qui permet de bien fixer les idées. Donc, on résume la situation. Vierzon est donc né sur les bords de la rivière, hein, l'embouchure de Lièvre et du Cher, avec une abbaye qui est là. Donc occupé aujourd'hui par l'hôtel de ville. D'ailleurs, les bâtiments conventuels qui ont survécu, ils sont là, hein, face à la rivière, et aussi ce petit retour-là. Et ce bâtiment carré est occupé aujourd'hui par l'ancienne caisse d'épargne, style Art Nouveau. Et donc l'église abbatiale, elle, a été remplacée par un parking. Et au-dessus de l'abbaye, toujours au début du Moyen-Âge, bim, on a donc un château, une première fortification sur un point haut, avec notre beffroi du début du XIIIe siècle, Philippe Auguste, et donc les derniers vestiges des remparts ici, avec cette tour qui est accessible depuis le musée des Fourbaneaux. Voilà, c'est pas mal là comme maquette. Moi j'ai tout compris, ça a bien fixé les idées, comme disait mon prof de maths. Mais là ça n'a pas fonctionné parce que j'ai eu que 2 au bac. Non, là j'ai pas fixé. Vierzon, durant la Renaissance, c'est une des plus belles villes du Berry. Faut dire qu'elle était riche, cette cité. Et pour moi, le symbole de cette richesse, hein, au Moyen-Âge et durant la Renaissance, il est ici, rue de la Monnaie. Oui les enfants, rue de la Monnaie. Ici c'est comme à Provins, on était tellement riche qu'on avait sa propre monnaie. Alors malheureusement, cet hôtel de la Monnaie, il a disparu aujourd'hui, hein, il a été remplacé par un collège, mais aussi par des habitations, parce qu'il faut savoir que dès le XVe siècle, hein, durant la Renaissance, eh bien une partie de l'hôtel des Monnaies a été rachetée par un des conseillers du duc de Berry. Le duc de Berry, les enfants, c'est pas de la quiche, attention, hein. Charles VII était duc de Berry avant d'être roi de France, notre petit roi de Bourges. Il nous reste quand même cette magnifique cave voûtée du XIVe siècle qui appartenait à la Monnaie et qui nous montre toute la richesse de Vierzon au Moyen-Âge et durant la Renaissance. Vierzon, à l'époque moderne, c'est une ville dont l'activité économique principale tourne autour du textile, du drap, de la laine. Mais tout va changer à la fin du XVIIIe siècle quand le futur roi de France, Charles X, va installer à Vierzon une forge pour profiter de la force hydraulique de la rivière, Lièvre, mais aussi de la présence de nombreuses forêts pour, avec le bois, faire chauffer les fours. Ainsi, à la veille de la révolution industrielle, Vierzon va devenir le premier site sidérurgique de France. Ça va cartonner, l'activité économique de la ville va exploser, de nombreux ouvriers vont venir s'installer à Vierzon, à telle enseigne qu'il n'y a pas une Vierzon à l'époque, mais il y a 4 Vierzon, il y a carrément 4 villes. Vous avez Vierzon-Ville, Vierzon-Village, Vierzon le Bourgneuf et donc ici, Vierzon-Forge. Vierzon, à l'époque contemporaine, c'est la révolution industrielle et surtout l'arrivée du chemin de fer très tôt, en 1847. D'ailleurs, ça c'est un truc de fou parce que Vierzon va bénéficier donc du prolongement de la ligne Paris-Orléans, une des toutes premières lignes de chemin de fer en France. Et là, on se dit, mais logiquement, le train, il aurait dû relier la préfecture du département du Cher, Bourges, qui en plus est une grosse cité, il y a 25 000 habitants, alors qu'à Vierzon, il n'y a que 5 000 habitants. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, c'est parce qu'à Bourges, on était un peu plus conservateur qu'à Vierzon. On était un peu plus réactionnaire, un peu plus inquiet. Tu vois, l'idée d'arriver du chemin de fer dans la ville, c'était pas bon, ça plaisait pas à tout le monde. On se disait, oh là là, libre circulation des biens, des marchandises, des personnes, ça va perturber l'ordre, la vie de la cité. Donc c'est pas pour nous, hein, pas tout de suite. Ils se rattraperont très vite. En attendant, c'est donc en 1847, à Vierzon, que le chemin de fer arrive. Et il y a vraiment une histoire d'amour qui va se tisser entre la ville de Vierzon et le chemin de fer, puisque Vierzon va devenir une des principales plaques tournantes, nœuds ferroviaires du centre de la France. On regardait un petit peu toutes ces voies ferrées là, qui partent de partout, ici à Vierzon-Forge. Vierzon va devenir un des plus importants nœuds ferroviaires du centre de la France. Regardez-moi toutes ces voies ferrées qui partent dans toutes les directions.
La révolution industrielle va littéralement faire exploser Vierzon, qui va passer de 5000 habitants à 35 000 habitants un siècle plus tard. Les usines vont venir s'installer ici, nombreuses, toujours plus nombreuses, et la plus célèbre d'entre elles, vous l'avez derrière moi, c'est la célébrissime Française de Vierzon, la Française, spécialisée dans les machines agricoles, dans les tracteurs. Et ça va faire la renommée internationale de Vierzon au tournant du XXe siècle. Mais il y a un musée qui s'est installé dans les anciens locaux de la Française qui nous raconte tout ça. C'est par là. Ah non, le musée de Vierzon, il est vraiment génial parce qu'il raconte vraiment toute l'histoire industrielle de la ville. Il n'y avait pas que les machines agricoles, il n'y avait pas que les tracteurs, il n'y avait pas que les forges, il y avait aussi de la faïencerie, de la verrerie, de la porcelaine. La porcelaine de Vierzon, les usines L'Archevêque, H, mondialement connues. Attendez, la première vaisselle du Ritz, ça vient de Vierzon ? Vierzon de nos jours, c'est un épisode terrible de notre histoire, la débâcle de 1940. Et oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France se fait défoncer par l'Allemagne et va être occupée jusqu'à la libération en 1944. Mais auparavant, il y avait une période où la France a été coupée en deux entre une zone occupée au nord et soi-disant une zone libre au sud, avec une frontière et Vierzon passait précisément sur cette frontière. Donc vous vous en doutez, pendant ces 3 années entre zone occupée et zone libre, il va y avoir des tentatives de passage pour gagner la zone libre. Il va y avoir des centaines de drames, il va y avoir des tragédies, mais il y a eu aussi quelques anecdotes assez cocasses et je résiste pas au plaisir de vous en raconter une. Puisque comme je vous l'ai dit, pendant très longtemps il n'y avait pas un Vierzon, mais 4 Vierzons. Il y avait un village qui a fusionné à Vierzon en 1937 qui s'appelait Bourgneuf et qui lui était en zone libre sur la rive gauche du Cher. Donc qui dit village dit église mais aussi cimetière. Et à Vierzon, on organisait tout un système d'enterrement où on partait de la zone occupée pour aller en zone libre. Par exemple, on faisait la messe pour le défunt, pour le cadavre, sur la rive droite du Cher, à Vierzonville, Vierzon village, et ensuite on venait l'enterrer ici, au cimetière de Bourgneuf, en zone libre. Et les Allemands, ils ont mis quelques mois à s'apercevoir qu'il y avait un truc curieux, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui assistait à la messe pour les défunts. On était très pieux à Vierzon, il y avait beaucoup de monde, il y avait un énorme cortège qui allait ici à Bourgneuf en zone libre, mais ensuite il y avait beaucoup moins de monde qui remontait en zone occupée. En fait, il y a plein de gens qui en profitaient pour foutre le camp en zone libre. Vierzon aujourd'hui, c'est une ville qui a réussi à faire de son passé une force pour son avenir. Il y a tout un patrimoine incroyable ici qui est à votre disposition, venez le savourer, comme par exemple ici derrière moi, le fameux canal du Berry, un des plus longs de France. Mais il a une particularité, c'est qu'il est très étroit et même trop étroit. Il a été créé au 19e siècle, mais avec les progrès de la marine fluviale, très vite les bateaux ne pouvaient plus passer. Et bien au lieu de l'abandonner, il a été réhabilité et aujourd'hui il nous permet de sacrées balades en vélo par exemple, et bientôt de Montluçon jusqu'à Tours. Ah, le canal du Berry. Il y en a qui ont la Loire à vélo. Et ben nous ici dans le Cher, on a le canal du Berry. Bonjour. Hey, bonjour. Oh, c'est Eleanor. À toute personne.